Bonsoir. Nous allons commencer par vous raconter la fabuleuse histoire de Clara Parr-Gribel et de Michel Reich. Bonsoir. Merci déjà à tous d'être là. Alors, ce soir, on vient pour vous parler d'un art, d'un genre théâtral par lequel on va commencer, qui est donc le one-man show, le seul en scène comique. Donc c'est ce qui nous lie, c'est pour ça qu'on va commencer par ça. C'est un art qui est extrêmement peu représenté dans les études théâtrales, donc qui n'a pas eu encore beaucoup d'études, d'analyses. On n'en parle pas du tout dans les études théâtrales, que ce soit jusqu'en licence ou dans le master. Alors que c'est un point essentiel du théâtre. C'est un point clé dans le sens où le comédien est vraiment à la fois le clown et celui qui le regarde. On pourrait dire que c'est à la fois l'étonnant et l'étonné. Et c'est ce qui nous a permis de nous rencontrer, justement, puisque nous avons travaillé toutes les deux sur cette bizarrerie si importante qu'est le one man, one woman show. Voilà. Et en fait, donc, quand moi j'ai commencé ma recherche sur le one-man show, le seul ouvrage que j'ai trouvé d'analyse vraiment sur le genre théâtral, c'était l'ouvrage de Michel Reich. Irréductible étude du one man, one woman show de 1970 à nos jours. Donc, le travail de Clara a été plus spécifiquement concentré sur Était plus contemporain dans le sens où Michel, elle, a vraiment fait une analyse plutôt sur la provenance du one-man show, dont je me suis servie pour faire moi-même un historique. Mais voilà, moi je me suis vraiment concentrée sur la question contemporaine de cet art et particulièrement, donc, vous l'avez vu, sur la représentation du personnage maghrébin. Pourquoi la représentation du personnage maghrébin ? Alors, premièrement, parce que justement, comme on a un regardant et un regardé, c'est une réflexion qui est très intéressante au niveau justement de la relation culturelle entre les gens. Dans le sens où on a un acteur qui est à la fois le clown avec des clichés, sans clichés, qui est dans des situations drôles. Et à la fois celui qui regarde ces situations, et au niveau culturel, c'est extrêmement intéressant parce que justement, ça met le point sur comment on regarde un cliché, quel est le cliché, et se servir finalement de ce cliché pour complètement le détourner. Et c'est le but du one-man show par rapport à mon sujet. et c'est ce qui a valu non pas les palmes académiques, mais une brillante soutenance cette année de Clara. Et je continuerai sur la question de pourquoi le personnage maghrébin et pas le maghrébin, par exemple. J'ai vraiment appuyé sur cette notion de personnage parce qu'on crée des situations. L'écrivain, l'auteur, qui est à la fois l'auteur d'ailleurs et l'acteur, c'est ce qui est très particulier à ce genre théâtral, crée des situations, et cette situation pourrait être jouée finalement par n'importe quel acteur. Par la situation du personnage maghrébin pourrait être jouée par un acteur français, belge, suédois, roumain. et, et, et justement, on se sert du cliché pour une reconnaissance de ce personnage. C'est la situation qui va faire naître le personnage, et pas le personnage en lui-même. Oui, la situation qui fait naître le personnage, comme on le voit aussi dans la situation sociale de la personne maghrébine. Il y a le personnage maghrébin et la personne maghrébine dans la société contemporaine. C'est la situation qui engendre un certain nombre de clichés, de représentations toutes faites, autour desquelles Clara a voulu travailler pour démasquer, débusquer les préjugés, et pour remettre à leur juste place ces personnages dans le one-man show d'aujourd'hui.
Et comment utiliser le sensible du rire, justement, Oui. qui touche au sens. Et vous avez noté, justement, l'élément du social. C'est un peu la conclusion de mon mémoire, c'est que finalement, ce que j'ai retenu par rapport à tous les artistes, à ces personnages, à ces situations étudiées, c'est que la difficulté de vivre ensemble est complètement de nature civile et n'a absolument rien à voir finalement avec la nature ni religieuse ni culturelle, et que c'est une nature civile. C'est pour ça qu'on parle d'un personnage et qui finalement pourrait être attribué à n'importe qui, et que c'est la difficulté à vivre ensemble, voilà, est vraiment de nature civile et ni religieuse ni culturelle. Oui. Elle vient de la personne en elle-même. Exact. C'est ce qui m'a amené, à partir de nos échanges, à repenser à une notion qui avait animé la recherche qui a suivi ma thèse sur l'hybridation. Cette notion d'hybridation qui montre la complexité des facteurs suscitant et pouvant solliciter le rire. Et je me suis attachée à essayer de définir un certain comique moderne que j'ai abordé par le biais du grotesque. En fait, cette recherche est née, ma recherche sur le rire et le comique moderne, donc grotesque, est née à partir d'une étude des travaux d'Aristote, dont on a perdu un nombre conséquent de manuscrits sur le comique. Et c'est à partir de là, donc c'est ce qui nous a réunis, Clara et moi, aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins que j'ai composé un certain nombre d'ouvrages, et Clara va commencer par vous en parler. Et si je peux dire juste un dernier point par rapport justement à notre lien, c'était la dédramatisation de la société et de toutes les situations. Enfin, c'est vraiment ce que j'avais retenu de son œuvre par rapport à la mienne, c'est qu'on passe d'une dramatisation des choses dans le quotidien, et que les artistes de One Man Show essayent vraiment d'utiliser ces situations pour dédramatiser les choses, finalement user les termes, et qu'ils deviennent, ils ne soient plus fantasmés. Voilà, que ces personnages, on s'en fasse pas des illusions fantasmagoriques, qu'on n'en ait plus peur, et du coup on les dédramatise. La dédramatisation et la distanciation du tragique. Donc, je vais passer par une œuvre qui n'a absolument rien à voir. Donc c'est rien et tout à voir avec le sujet précédent. Voilà, alors c'est une œuvre oui, qui est adressée notamment au jeune public. Bon, il n'y a pas forcément la notion de rire, mais souvent. Qui s'appelle donc L'étoile bluescente. Que j'ai écrite, donc ce sont des œuvres que j'ai écrites qui vont être présentées maintenant. Voilà, donc on se trouve dans une autre planète avec des créatures qui s'affrontent entre elles parce qu'elles ont du mal justement à vivre ensemble, et elles révèlent finalement l'horreur sociale de notre monde à nous, alors que ce sont des animaux sur une autre planète. Voilà, donc le rire est là, bien présent, même si c'est un rire, un humour noir, il est toujours présent. Et je vais continuer sur le théâtre, parce que finalement c'est aussi par là qu'on a commencé. Donc une œuvre dramatique qui s'appelle Le Crabe, et qui elle est une sorte de Tartuffe. Donc c'est un usurpateur qui s'imbrique dans une famille, qui vient vivre à l'intérieur d'une famille, et à qui il arrive finalement... il vient troubler l'ordre à la fois économique, l'ordre moral, et il usurpe tout le monde finalement. Voilà. J'enchaîne en présentant deux pavés, mais qui ne doivent pas vous impressionner ni vous inquiéter, qui sont des œuvres théâtrales, qui sont différentes pièces de théâtre que j'ai écrites il
il y a un certain nombre d'années, mais pas très longtemps, et qui ont toutes été publiées par les éditions Publibook, dont je vous parlerai à la fin. Dans ce volume, œuvre théâtrale tome 1, nous avons 2 monologues, l'un qui traite de la boulimie, l'autre du dernier jour d'un condamné. Enfin, c'est une réécriture tragicomique du dernier jour de vie de quelqu'un. Et ensuite, dans ce livre, je développe une trilogie qui porte sur le thème de l'identité, avec des personnages un peu baroques. Bon, c'est peut-être un des traits communs de mes écritures, et qui se trouve dans une île, une des îles anglo-normandes bien connues de Victor Hugo. Et là se passent toutes sortes d'histoires, une remise en question de leur vie, de leur devenir, et où ils remettent à place ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est pour ce tome. Le suivant, œuvre théâtrale tome 2, traite du sujet rebattu de la prostitution, et traite également sur le mode de variation des études en noir, en rose ou en gris, le thème du couple, c'est-à-dire de l'amour si controversé, l'amour au quotidien dans la société contemporaine. Un mot pour finir cette présentation de Mallarmé, enfin un mot attribué à Mallarmé, cité par Merleau-Ponty. Mallarmé lui-même sait bien que rien ne tomberait de sa plume s'il restait absolument fidèle à son vœu de dire tout sans reste, Donc le reste, eh bien, c'est ce que le lecteur, spectateur me dira de ces pièces. On peut parler d'une notion hyper à la mode en ce moment dans les études théâtrales, c'est la notion de spectateur, pour expliquer cette phrase. Donc, je vais lire une poésie de l'ouvrage de poésie théâtre qui me plaît. Mettez la gomme, Clara, allez-y. Quelque part se produisent des cabotins, mais certains ne peuvent jouer car une fibre de leur cœur hurle si fort qu'elle les ferait éclater. Je ne sais pas pourquoi je chante tout ça. Je ne sais pas ce que le monde crie. Je ne sais pas comment on s'est quitté. Je ne sais pas quel fut mon rêve hier, ni ne sais si le printemps verrait, ni pourquoi, ni comment, ni à cause de quoi. Il faut que je m'exprime. Ni sous quel ciel et de quelle encre je macérerai la page de mon cahier infiniment blanc. Si ce seront 1 ou 2 drames comiques, une poésie pure ou quelques vieux trucs au relent de mégots mal fumés qui se délaileront ici, dans ma campagne pas encore fleurie. J'en sais rien, rien du tout. Voilà. Voici une poésie fracassante qui sert d'introduction au texte que je vais présenter, qui est 1 en 2 ou 2 en 1, un livre qui présente 2 pièces de théâtre. Eve Anderson, qui est une réflexion sur la question juive. Le texte a été joué pendant 1 mois au théâtre Pandora il y a quelques années. Et la seconde pièce, c'est Eric van der Mist ou La chute d'Icare. C'est une pièce très surprenante que j'ai relue très, très récemment, en ce qu'elle anticipe sur tous les problèmes du terrorisme. Mais le terrorisme, ici, il est traité dans cette œuvre sous la métaphore musicale. C'est une bande de jeunes qui se retrouvent dans une espèce de camping désaffecté des Saintes-Maries de la Mer et qui refont le monde parce que le monde dans lequel nous vivons ne leur convient pas du tout. Alors, Icare, c'est celui qui voulait
atteindre le soleil, mais dont les ailes ont fondu, les ailes qui étaient en cire. Donc, c'est ça. C'est une anticipation sur la chute, non pas des tours de Siloé, mais des tours de New York qui se sont effondrées en 2001. Donc, je vous lis un extrait qui donne juste le ton des relations entre ces 4 jeunes post-adolescents qui se trouvent dans ce camping désaffecté. Qui a déjà vu Eric piquer une grosse colère, une espèce de crise telle qu'elle ferait trembler les feuilles de ce tamarin qui nous nargue avec son presque pas d'ombre par cette chaleur torride? Pas moi. Ce mou, ce lâche, ce velléitaire est capable du pire. Lui, un Icare, un raté tout au plus. Donc ça pourrait être une discussion, vous voyez vous-même, sur le lit de ces déviances idéologiques, non idéologiques. À vous, ma belle, à vous de jouer. Alors moi, je vais enchaîner par une comptine dont il n'y a pas l'air dans le livre. Donc c'est libre au lecteur. Et je ne connais pas l'air et je n'en ai aucune idée, donc je vais improviser Voilà. Ça s'appelle La perruche, l'abeille et la ruche. Une perruche voulant voguer souffre et martyr d'être enfermée dans une cage dorée. C'est ainsi qu'elle s'en échappa par une nuit sans étoiles, apercevant sur l'eau un mât, s'embarquant à bord d'un voilier vers Poitiers. Le lendemain, elle aborda et distingua d'étranges insectes ailés qui survolaient la contrée. Bizarre. Ils entraient dans une petite maison en bois rare à petits pas. Perruche s'y aventura. Mais les abeilles s'élancèrent à sa poursuite et notre perruche prit la fuite par grand-peur de ces étrangères vraiment inhospitalières. Elle se vit même obligée de prendre un bain forcé dans une grosse mare. Les abeilles rirent et dirent « Nous voulions t'accueillir, toi tu te méfias. » Perruche partit, volant là-bas. Être peureux est-ce un défaut? Mieux vaut que laisser sa peau. Merci. Donc, oui. Moi, j'avais envie que vous lisiez quelque chose que j'avais jamais lu auparavant. C'est un synopsis de film qui finalement est une approche de synopsis. Voilà. Oui. Une approche de synopsis qui se trouve dans un bouquin un petit peu insolite, intitulé « Pour la télévision de demain », où j'essayais de proposer peut-être d'autres idées pour ce média, sans aucune prétention, mais avec une certaine détermination néanmoins, que soit laisser une plus grande part, que soit accordée une plus grande part à l'imagination créatrice et non pas toujours à la reprise des mêmes et du même. Donc dans ce bouquin, il y a quantité de projets de comédie, quantité de sketchs, des synopsis de films, des esquisses diverses et variées. Et parmi ces synopsis de films, celui-ci, Macaire le Copte, qui est une revisitation, on peut dire, du fameux thème de la tentation de Saint-Antoine. Ça s'appelle Macaire le Copte, ça se situe dans la Haute-Égypte du IVe siècle et ça nous raconte le parcours du combattant. Il commence par être bouffé par les moustiques, puis par rencontrer les tentations classiques de l'orgueil, de la concupiscence, de l'argent, bon, et
il lui arrive en même temps toute une série d'histoires. Donc c'est à la fois bien sûr un emblème du monde contemporain, mais aussi une relecture de ce topos, on va dire. Très bien. Alors moi je vais parler de ce que j'aime, donc de la danse. C'est particulièrement la chose qui m'a intéressée dans les œuvres de Michel Reich. C'est une écriture pour la danse. Donc ça m'a vraiment questionnée et je trouve que c'est vraiment intéressant de se demander comment on écrit la parole corporelle, comment finalement le corps parle autant avec les mains qu'avec la voix, et que c'est juste le média qui est différent. Et donc voilà, comment on fait finalement une écriture chorégraphique. Moi, j'appellerais vraiment ce qu'elle a fait un scénario chorégraphique. Et c'est assez intéressant, juste déjà dans la forme, parce que forcément, on ne l'écrit pas comme du théâtre avec des dialogues, avec des tirets. Ça prend une forme particulière. Comment on écrit de la danse. Alors, c'est compliqué à lire. Donc je vais juste lire le début qui pour moi me parle énormément au niveau du langage corporel et qui mérite à avoir autant une place à mon avis que l'écriture dite avec la voix. Donc cette chorégraphie s'appelle Oméga. O est l'infini, l'ouvert. Qui suis-je ? Est partout possible. C'est la conquête de l'espace. Me désigne les déchirures, les tensions de l'être, les obstacles à la quête de l'infini, et de l'absolu par la finitude et les limites humaines. Vous avez le droit de rire. Hein. D'où la tentation de l'imitation du vol des oiseaux comme résistance et refus du temps fracturé. Ga désigne une sorte de terrain plat, d'espace psychologique où le vague à l'âme n'a pas de place, où l'être peut épouser par anarphose diverses courbes et formes du monde animal, minéral, végétal, du moins par la pensée et les idées. Voilà, donc ça c'est un exemple d'écriture de langage corporel, par Michel Reich, qui n'est pas du tout une vérité, s'il y a des vérités, qui n'est pas absolue, mais vraiment cette entrée en matière du corps, d'essayer d'exprimer des choses avec son corps, de vraiment comprendre, pour les gens qui ne dansent pas forcément, que quand on crée vraiment une chorégraphie, on exprime des choses et on essaye vraiment de parler. Et c'est pour ça que je trouvais ça vraiment intéressant de l'écrire et qu'on se rende compte que ça veut dire des choses et qu'il y a des choses à dire et qu'on peut mettre des mots sur le corps. Voilà. Ce livre, L'araignée rouge, a pris son titre d'un spectacle chorégraphique qui a été donné au bassin de la Villette dans les années 1990 et qui est à l'époque, la danse contemporaine, notamment la danse contemporaine buto, n'avait pas encore pignon sur rue comme aujourd'hui. Donc c'était une entreprise difficile que de faire voguer sur l'eau pendant plus d'une heure des théories de danseurs. Et cet événement a donné lieu à l'écriture d'un manifeste, Danse et dissidence, qui se trouve dans ce même ouvrage. Cela dit, tous ces talents pour un écrivain éclectique, c'est vous qui me définissiez comme ça, Clara ? Oui. Plutôt un auteur dramatique ou un écrivain éclectique ? Éclectique. Éclectique. Donc, l'écrivain éclectique est aussi romancière, pour vous servir. Et ici, aujourd'hui, je suis en train d'écrire une saga, là c'est autre chose, mais je vais vous présenter deux ouvrages qui appartiennent au genre romanesque. L'un
qui se situerait plutôt dans celui des confidences lyriques d'une adolescente, évoquant un petit peu Adolphe de Benjamin Constant, le romantisme, vous voyez, les débuts du romantisme. Donc, comme je vous ai mis l'eau à la bouche, je vous lis une ou deux phrases de ce livre pour vous en donner le goût. C'est une adolescente, c'est écrit à la première personne. Je suis de ces adolescentes à l'œil égaré qui, au petit matin, se tournent désespérément dans leur lit pour y chercher la trace de l'homme ou de la femme aimé la veille au soir. En fait, c'est l'inconstance des émotions, des sensations, des passions de cet âge. Nous avons décidé ce soir, vous le constatez, de faire court, de ne pas nous étendre au-delà du raisonnable, à la fois pour vous laisser la parole ensuite, mais surtout pour vous donner envie de nous connaître davantage, de suivre les aventures qui vont suivre, qui vont faire suite à ce show. Et pour finir la présentation de mes livres, je vous partage le début de mon roman D comme Durand, qui raconte l'histoire d'un homme ayant décidé à la suite d'un pari de changer d'identité, d'entrer dans la peau d'un autre personnage que soi, celle d'une femme de ménage et d'un facteur. Et à partir de là, de chercher, de relire sa vie, mais surtout de chercher véritablement qui il est, ce qu'il a fait. Alors on me pose la question souvent, mais est-ce que vous avez trouvé une solution à la fin du livre? Alors je vous réponds, bien sûr, mais il suffit de le lire. Pour commencer, voyons le début. Donc c'est D comme Durand. En fait, D comme Durand, c'est S comme Suzanne, F comme Françoise, et ainsi de suite. Les gouttes de pluie s'égrenant sur la capitale à travers la lueur falote de réverbère où il était appuyé, là, pensif, après un travail jugé de plus en plus harassant au fil des jours, favorisait l'émergence de visions puissantes, sortilèges incessamment renouvelés, où les toits de Paris, ayant pris les teintes ocre-rouge de leurs tuiles ruisselantes d'eau, saisies en perspective par une imagination qui prolongeait la perception première de l'objet, s'associaient, par l'un de ces phénomènes qui, pour être habituels, ne laissent pas de paraître inexplicables, à ces fils invisibles à première vue, plus précis ensuite, de toutes les destinées de personnages croisés sur son chemin, à mesure que leurs habitudes, leurs poses, leurs attributs caractéristiques, le cigare de l'un, le chapeau paré de plumes vertes de l'autre, ici une robe de mousseline rose transparente, là un bouquet odoriférant de fleurs de jasmin, gagnait en vie, en relief, et que les noms, signes arbitraires pourtant, il ne le savait que trop bien, venaient s'y agréger avant de se disperser en un mouvement pendulaire comparable à celui de la mer brassée par les vents et de surgir démultipliés en avatars nouveaux sous la forme d'une kyrielle d'êtres différents ou analogiques, tandis que lui-même, immobile, se grisait de l'odeur de terre mouillée comme du bruit régulier de l'eau qui tombait, insensible aux rafales, à l'imperméable trempé lui collant à la peau, méditatif à propos des raisons susceptibles d'avoir poussé un homme aussi consciencieux, routinier, attaché à son mode de vie, que le gendre à une retraite rapide, brutale, dans l'arrière-pays de Montpellier. Vous aurez tous saisi les résonances vaguement proustiennes, la recherche sur l'identité, la mémoire et le temps. Et voici. C'est baroque, non? On dirait. C'est baroque, mais on s'y retrouve. On s'y perd pour s'y retrouver. Baroque, non. Comme dans le baroque, d'ailleurs le baroque espagnol, français. C'est quoi le baroque? Donc ces bouquins-là, vous pouvez les trouver aux éditions Publibook sur le site publibook.com, www.publibook.com.
vous vous écrivez Michel Reich, l'une des œuvres qu'on vous a présentées, et vous pourrez vous y retrouver, les voir de plus près. Merci. Voilà, mais moi, j'ai pas fini du tout. Alors, parce que je voulais clôturer quand même par là où on a commencé, c'est-à-dire le one-man show. Donc, finir par un sketch. Oui, bien sûr. Donc, je vais faire les deux personnages. Est-ce que vous m'entendez si je parle sans le... Oui, ça va, c'est pas trop grand. Avec le micro plutôt, Clara. Non, parce que j'ai deux personnages. Ben non, pour chaque personnage, un bout du micro. Si tu fais encore Zoé au lieu de faire tes devoirs, de préparer ton bac. Je zappe. Tu vois bien? Je zappe. Tu passes ton temps devant la télévision, il n'y a pas plus abrutissant. Je viens de voir un couple de phoques en Alaska. Là, deux éléphants qui se baladent. Un alligator qui saute dans les ajoncs. Ça va pas bien la tête, hein. Et tes devoirs, tes notes de français qui chutent de semaine en semaine. Je viens de recevoir un coup de téléphone de ton professeur de français. T'as aucune chance pour le bac. Ça y est, un aborigène d'Australie en train de pêcher une truite dans un clair ruisseau. Aucune chance. On te donnera certainement pas un sujet là-dessus, tu te moques du monde. Laisse-moi cette télécommande, cette fois-ci la coupe est pleine. Tu n'y comprends rien. Tu ne saisis pas. Je zappe. Je zappe. Explique-moi un peu pourquoi tu zappes comme ça. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à zapper? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans le zapping? Je zappe tout ce qui est zappable. C'est pas compliqué. Alors tu ne t'arrêteras jamais. C'est de la folie douce au lieu de faire tes devoirs. Tu n'as rien compris. Dès que je trouverai quelque chose qui n'est pas zappable, je m'arrêterai de zapper. Mais tout est toujours zappable, voyons. Pas du tout. C'est en voyant des émissions non zappables que je pourrais trouver une idée pour changer la télévision. Changer la télévision. Avec le règne de l'audimat, au lieu de faire tes devoirs, mais tu rêves, tu délires. Et pourquoi tu cherches cette idée? Dans quel but? Ma petite maman. J'ai rendez-vous avec un directeur de chaîne demain. Il attend mon idée pour une nouvelle télévision. Mais n'essaye pas de m'amadouer en faisant ta petite mijaurée. Demain, tu as un devoir de mathématiques au lycée. C'est justement après mon devoir de mathématiques que je vois Hector Blanchet. Je le termine pas parce que c'est long. Voilà. Il y a une suite à l'histoire. Voilà. Donc, je... Pardon. La parole est au public. Que chacun nous dise. C'était ma petite blague. Vous voulez la chute? Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, madame. Oui. Ah bon? Bien sûr. Bien sûr. Tu veux savoir quoi exactement? Ah, bah justement, alors le résultat de ma recherche, bon, c'est un peu compliqué de parler de résultats, mais donc c'est que justement l'idée était de dédramatiser, comme on avait dit, qu'on parle vraiment de situation dans laquelle le personnage maghrébin, là en l'occurrence dans les textes que j'ai étudiés, et enfin pas les textes d'ailleurs, plutôt oralement, enfin les textes oraux, c'est que le rire permet justement qu'on ne renvoie plus les gens à une seule image, à une seule étiquette,
puisqu'il y a le regardant et le regardé, et qu'on les attribue à leur façon d'agir, qu'on voit comment les gens agissent par rapport à l'autre, et que finalement leur identité est plus la situation dans laquelle ils sont, comment eux-mêmes réagissent, et n'est pas leur culture, enfin que ça vient vraiment de la personne. C'est pour ça qu'on disait que les situations pouvaient finalement être faites par n'importe qui, et que là, mon mémoire, du coup, je l'ai plutôt axé par rapport, en comparaison donc aux médias de masse. Et je ne sais pas si c'était ça ta question. Mais en gros, donc moi, j'ai voulu comparer, et ma conclusion, c'est un peu que je suis arrivée au fait que les médias informent sous une forme de savoir absolu. En soi, donc quand on reçoit l'information, c'est la vérité. Alors que quand on nous en parle dans le One Man Show, on touche, comme dans l'information souvent d'ailleurs, à nos sens. On est dans l'ordre du sensible. Mais comme on n'est pas là dans un spectacle, et notamment avec le rire, dans un savoir absolu, forcément on se questionne en fait. Chose qu'on ne fait pas forcément avec l'information. Parce que par définition, quand on va au théâtre, on sait que c'est pas vrai, et on n'a pas forcément cette approche de on est en train de regarder quelque chose qui est vrai, ils sont super informés, pas du tout. Et donc là, par rapport à ce qu'on voit, on va se questionner nous-mêmes, alors que l'artiste en scène est lui aussi en train de se questionner. Et c'est vraiment ça la différence pour moi par rapport à l'approche des situations dans lesquelles on met le personnage maghrébin. Et en plus, par rapport aux médias, le personnage maghrébin sur scène s'exprime lui-même soit en regardant, soit en regardé. Le clown, et celui qui regarde le clown, et qui parfois s'analyse lui-même. Mais en tout cas, c'est le personnage maghrébin qui là a une place où il s'exprime lui-même, même si donc le One Man Show est basé sur l'autodérision, donc même s'il se moque de lui-même ou autre cas, alors que dans l'information, c'est toujours l'autre qui parle de la situation du personnage maghrébin. Est-ce que du coup, vous pensez que la représentation du personnage maghrébin dans le One Man Show nous donne à nous, spectateurs, une plus grande image de vérité vraie, j'ai envie de dire, du personnage je pense maghrébin. justement qu'on casse toute la notion de vérité, en fait. On casse la notion de vérité dans le sens où on désamorce le cliché, qu'on essaye d'enlever les peurs des uns par rapport à d'autres. Et d'ailleurs, je rends vraiment un grand hommage à Félag qui joue ce soir. Et voilà, parce que c'était quand même le point fort de mon mémoire. Donc c'est un artiste humoriste. Et qui me racontait vraiment que lui, son but, c'était de travailler sur le cliché du français par rapport au maghrébin et le cliché du maghrébin par rapport au français. Et que c'est quelque chose à double sens, et que finalement, en travaillant sur les situations, on se dit même parfois, vous pensez qu'on est comme ça, mais on est pire. Et que finalement, on dédramatise encore une fois, et que les peurs s'en vont parce qu'on se rend compte, mais en fait on est pareil. On est pareil. Lui, il a une contrainte religieuse, mais comment il la contourne ? Et finalement, on aurait fait la même chose. Et voilà, c'est ça. Alors, les artistes de One Man Show se servent du climat de la société, de l'information, de l'actualité. Voilà, de l'actualité pour leur spectacle. C'est le point fort de l'artiste du One Man Show. Enfin, pas son point fort, son point clé. C'est qu'il a effectivement un audimat, on va dire, politico-économique de l'immédiat. Donc, il est du coup beaucoup plus sensible comme personnage, comme acteur, comme artiste, et beaucoup plus perméable à la société. Donc, des réactions. Il peut avoir aussi une influence, je pense, si le théâtre, dit-on, peut changer et modifier les mœurs
transformer la société, le one-man show en particulier, en affichant les points névralgiques, forts, sensibles de nos sociétés, peuvent avoir peut-être un contre-pouvoir, représenter un contre-pouvoir par rapport à l'information et sensibiliser le public à un changement positif de ses réactions et de ses actions dans l'histoire d'aujourd'hui et de demain, je pense. Finalement, le one-man show, c'est vrai que c'est un genre qui est méconnu, dont on ne parle pas beaucoup, malgré nos 2 travaux. Il n'y a pas énormément d'études faites parce que, précisément, c'est le théâtre qui a pignon sur rue et le one-man show est un petit peu mis aux oubliettes de l'histoire. Donc, nous le remettons dans l'histoire d'aujourd'hui. Mais le one-man show est du théâtre. Je tiens à le dire. Oui, bien sûr. Mais Problème là-dessus. Oui. Ouais. On peut en débattre d'ailleurs avec le public. Est-ce que tout est théâtre? Est-ce que tout spectacle qui se joue sur scène est théâtre? Nous le demandons au public. Est-ce que tout spectacle qui se joue sur scène ou hors scène d'ailleurs dans la rue, est-ce qu'un spectacle est obligatoirement, nécessairement théâtral pour vous? Vous ne vous posez pas la question? Le public? Non. Si c'est du théâtre. Oui. Oui. Hors les murs. Il y a le théâtre qu'on appelle hors les murs, qui est également théâtre. Mais le genre du one-man show, est-ce qu'on ne réfléchit pas beaucoup sur ce qu'il peut apporter, ce qu'il dessine finalement comme espace novateur pour la réflexion et le jeu, la réflexion, le jeu et la créativité de la mise en scène, l'interactivité avec le public, par exemple. Nous, ce soir, c'est ce que nous faisons, Clara et moi. Mais l'interactivité avec le public est déjà de plus en plus présente dans le théâtre contemporain. Et pour moi, le one-man show a quelque chose ou le seul en scène comique, a quelque chose qui se rapproche énormément du clown et du masque. Parce qu'il a cette chose d'immédiateté avec le public, justement, et qui fait que c'est totalement du théâtre et que c'est même le théâtre par définition de sa naissance. C'est que quelqu'un va éternuer, hop, on le regarde. Et c'est ce qu'ils font dans le one-man show, et ce sont les règles du masque qui datent de très très longtemps. Le masque et aussi les cortèges religieux, les Dionysies des anciennes civilisations, les fêtes où on défilait dans les rues en l'honneur de tel ou tel culte, tel ou tel événement, telle ou telle fête. Avec le... Oui. Ben, voyez, sommes-nous des actrices, puisque nous avons fait un duo, mais enfin un one-man show, ou man show alterné, à voix alternative. Est-ce que c'est justement du one-woman show que nous avons fait ce soir, à votre avis? Oui? Non? Non. Moi, je pense que... oui et non. Il ne faut pas forcément un acteur pour faire du théâtre. Et que acteur, c'est le métier, mais que, par exemple, moi, je peux faire du pain alors que je ne suis pas boulangère, et je pense vraiment qu'on n'est pas forcément... je sais pas faire du pain. Mais oui, c'est ce que disait hier soir Fabrice Lucchini, dont je vous ai parlé, qui disait à propos de son film L'Hermine, où il est quasi le seul acteur professionnel entouré d'acteurs non professionnels pour donner cette représentation de la justice. Et il disait que justement les non professionnels étaient plus acteurs que lui.
Bien sûr, je pense que ça, c'est dans le sens où quelqu'un qui n'est pas acteur va pas, comme je vous en parlais tout à l'heure, parfois, enfin ça dépend, hein, mais parfois se regarde beaucoup moins qu'un acteur. Et on peut pas faire du théâtre si on se regarde, si on se juge. Et je pense que c'est vraiment la qualité première des non-acteurs, c'est que ce qu'ils font, finalement, c'est parfois beaucoup plus naturel et du coup beaucoup plus fort pour ceux qui le regardent. Mais par contre, je défends vraiment le métier d'acteur dans le sens où c'est un métier, il y a un travail derrière, il y a une recherche et que c'est toute cette recherche qu'un non-acteur n'aura pas forcément, tout le travail en amont finalement. Mais au niveau du jeu, j'ai envie de dire, c'est chaque personne. Il y a des acteurs qui disent acteurs et qui finalement sont de mauvais acteurs. Donc, mais en tout cas, pour répondre à ta question, je pense que non. Je peux répéter. Ouais. Oui, alors en fait, je disais que la difficulté du vivre ensemble était de nature civile et non de nature religieuse ou culturelle. Et je comprends pas ce que tu comprends pas. C'est de nature... de société civile. Voilà, Société. presque humaine en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est chaque personne... la difficulté du vivre ensemble sera en fonction de la personne et non de sa religion ou de sa culture. Intime, voilà, humaine. Ouais. Exactement, individuelle. Comme on parle aussi de guerre civile, vous voyez, guerre civile, c'est à la fois la guerre de chacun et la guerre d'une société, les guerres civiles, je pense. C'est-à-dire que c'est de nature civile, oui, c'est du citoyen, c'est la citoyenneté qui, comme valeur, peut être ou non respectée, partagée, dans l'écoute des autres communautés que celles auxquelles nous appartenons, par exemple. Et je pense qu'on ne parle même pas de communauté, justement. Enfin, on parle vraiment là d'individus. Oui. Mm-hmm. Tout à fait. Bien sûr. Ouais. Oui, je suis entièrement d'accord. De toute façon, on peut pas être sur scène et se cacher. Enfin, on peut pas être acteur et se cacher par aucun voile. C'est vraiment, comme tu dis, une mise à nu. En même temps, Diderot dit le contraire dans le paradoxe sur le comédien. Il dit que les bons comédiens sont ceux justement qui jouent ce qu'ils ne sont pas, qui parviennent à adopter tous les rôles. Ouais, d'accord. Mm-hmm. C'est autre... Oui, c'est le paradoxe. Jouer tous les rôles. Il est complet. Oui, voilà, c'est ça. C'est le but, hein, bien sûr. Oui. C'est le jeu, leur jeu, qui, à travers le jeu, interroge le spectateur sur sa réflexion, sur ce qu'il pense, sur ce qu'il est, et sur la façon dont il va réagir à ce que disent et pensent les autres personnes. Je pense. Par rapport à cette notion d'acteur, pour moi, c'est clair de toute façon, c'est que peu importe le rôle, je pense que ça n'a rien à voir dans le sens où l'acteur est lui-même est le rôle, et c'est en ça qu'il y a une mise à nu.
c'est qu'il ne joue pas le personnage, il est le personnage. Et qu'on ne rentre pas à jouer quelqu'un. Réfléchis, si par exemple un acteur joue le personnage d'un fou, et s'il est ce fou, mais il peut sortir et se suicider. Non, c'est justement le métier de l'acteur. S'il confond la scène et la vie. Oui, mais il ne confond pas s'il est acteur. D'accord. Ouais. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Je pense que les acteurs de one-man show, les solistes sur scène, racontent en définitive, plus que dans le théâtre traditionnel en tout cas, leur vie, leur histoire, leurs réactions, leurs émotions, et les font partager au public et aux spectateurs par cette interactivité que dans les autres genres. C'est vrai qu'on ne peut pas assimiler tout simplement et froidement le one-man show, one-woman show au théâtre. C'est une spécialisation, on va dire, avec des spécificités, des particularités. Et l'une des premières, je pense que c'est quand même de faire rire aux éclats. Or, faire rire aux éclats dans une société morose qui perd ses idéaux, ça peut être un challenge intéressant. Oui, ben justement. Oui, oui. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, les artistes de One Man Show, la particularité, j'en parle énormément dans mon travail, c'est qu'ils font semblant qu'ils parlent d'eux-mêmes. Enfin, c'est aussi, il y en a qui racontent leur propre histoire. Mais justement, Félag me racontait qu'une fois, il était invité à une émission de radio et que le journaliste lui avait demandé alors, quand vous êtes arrivé à Marseille, comment ça s'est passé ? Et il comprenait pas et il lui disait mais comment ça ? Enfin, je suis jamais arrivé par bateau à Marseille. Et après, il lui a dit ah mais c'est ce que je raconte dans mon spectacle, mais rien à voir. Enfin justement, et je pense que nous, encore plus spécialistes de théâtre, on doit bien faire la différence entre le texte sur scène et savoir que l'acteur sur scène, c'est pas la personne dehors. Oui, bien sûr. C'est sûr ça. Mais en même temps, dans tous les one-man shows que j'ai vus pendant... Je trouve qu'en tout cas, le jeu de l'acteur de one-man show a cette particularité de faire croire, bien sûr, justement, et de réussir la plupart du temps à faire croire au spectateur qu'il est celui qu'il joue. Et c'est en ce sens que ça marche, je crois. Oui. Et c'est pour ça que... C'est l'identification cathartique, ce qui permet la purification des passions beaucoup plus facilement et qui fait que ça marche. Pour revenir à Raymond DeVos, moi j'ai fait mon mémoire sur le One Man Show en partant de Guy Bedos, Raymond DeVos et Coluche. Et j'observais une distinction à partir de ces trois vedettes, ces trois monstres sacrés, une distinction avec leur postérité, parce que les autres, leurs descendants, si vous voulez, leurs émules, eux, étaient plutôt dans ce que nous venons de dire, c'est-à-dire faire croire qu'ils sont ceux qu'ils jouent. Tandis que Coluche, vous voyez, si vous songez au Schmilblick, quel est le rapport entre le Schmilblick et Coluche ? Aucun. Le but, c'est de faire rire aux éclats, de démystifier totalement cette société qui n'a plus d'inventivité, qui n'a plus de vis comica, qui ne sait plus rire. C'est réactiver le rire que nous avons envie de faire exploser quand nous allons au théâtre et qui reste la plupart du temps dans nos colonnes privées, dans notre ventre, et que nous n'arrivons pas à exhiber, à exprimer. Ils servent à... Ça, c'est leur génie, c'est le génie de ces gens et de cet art.
Alors, si je peux me permettre, on n'est pas forcément d'accord, enfin on ne sera pas forcément d'accord, mais pour moi, justement, voilà, l'artiste peut pas du tout avoir comme but, en tout cas, le rire. C'est pas possible. C'est pas le but de l'artiste de One Man Show de faire rire, parce que sinon, les chemins sont multiples et ça reste un art, et on peut pas non plus le faire n'importe comment. Ça, c'est sûr, oui. Voilà. Je suis bien d'accord avec vous, Clara. Cependant, si dans les One Man Show, je dirais pas genre prétendument qui fait rire ou sourire. Si vous y allez et que les spectateurs, au sortir du spectacle, tirent une tronche longue de 50 cm, je pense pas qu'ils vont faire la pub du spectacle et que, non, bien que sûr, ça fera mais mouche. C'est comme un auteur de roman, son but, c'est pas de faire pleurer, sinon ça va pas marcher. Non, il écrit son histoire et son histoire fera pleurer. Oui, et, bien sûr. Et là, dans le One Man Show, c'est exactement la même chose. C'est comment se servir des situations de vie, comment désamorcer, là par rapport à mon sujet, c'est désamorcer des clichés, s'en servir, et de ces situations, aussi loufoques les unes que les autres, vont faire rire. Oui, bien sûr. Oui. Et que c'est beaucoup plus intéressant justement d'avoir un énorme rire que plein de rires à plein de petites blagues, et que finalement la chute de l'histoire, celle à laquelle on s'y attend pas forcément, fasse un rire aux éclats. Oui, le rire n'est pas une fin, mais un moyen très efficace pour je pense quand même, favoriser, sinon l'adhésion, du moins la réflexion du spectateur. Oui, ça c'est très important, c'est parce que justement ça touche au sens, ça et que les gens sont à nu quand ils rient. Car qui dit rire, dit émotion, dit sensibilité, dit intérêt, dit éventuellement libération de ses propres préjugés. À partir de là, la réflexion peut prendre un tour plus élevé même. C'est un paradoxe, mais ça, j'y crois par contre. D'autres choses? Ouais. Ça peut être dangereux, et c'est les premiers mots de mon mémoire. c'est que en effet, on touche au rire, donc on touche à un sens où le spectateur est complètement dans sa nature propre finalement, parce que quand on rit, on se cache pas. Mais là justement, ça dépend du comédien et ça dépend de l'acteur. Ça, c'est un travail personnel et qui diffère entre tous les artistes qui, eux, ont leur propre réflexion. Et parler du cliché, en fait, il faut savoir se servir de ce cliché pour le désamorcer, finalement. Et d'essayer de ne pas le légitimer, parce que le cliché, qu'il soit positif ou négatif, le problème, c'est le cliché, justement. Et c'est de se servir de ces clichés pour montrer que c'est ça le problème et qu'il ne devrait pas exister. Mais c'est vrai que par rapport aux clichés, comme aux différents mots de société, on peut classer les clichés dans un certain nombre de mots plus généraux. La stratégie, elle est très ambiguë, très ambivalente, car d'un côté, vous pouvez, viser à les dénoncer comme tels, et en les dénonçant, les renforcer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout dépend. Donc, c'est une question, je pense, de dosage, de nuance, d'art, aussi bien du comédien que de l'artiste. C'est comme quand on vous appuyait trop sur les effets. C'est pour ça que nous avons été elliptiques dans notre présentation. Parce que nous nous sommes dit, si nous appuyons, nous montrons que nous sommes les meilleurs, on va croire que nous nous prenons pour Shakespeare, alors que nous ne sommes que Clara Pargribel et Michel Reich, très modestes, mais déterminés. Et donc voilà, c'est dans cette dialectique-là, entre le trop et le trop peu,
le ne rien dire, le trop montrer, le mal ficeler, le suggérer, que se situe peut-être l'impact des idées. Ah oui. Mhm. Oui, Mais bien Bien sûr, sûr. le public dans le One Man Show est essentiel. C'est Guy Bedos qui avait fait son sketch sur l'Africain, je crois. C'est ça. oui, oui, oui. Où il imitait un Africain de manière aujourd'hui, on le sait, totalement raciste. Et que s'il n'avait pas face à lui... Il faut justement toujours se demander qui on a face à nous et pourquoi ça les fait rire, justement. C'est Ouais. pour ça que je disais que c'est important la réflexion avant le rire. Mhm. C'est que si lui, ça a autant marché, c'est parce que face à lui, il avait un public totalement blanc et français. Oui. S'il l'aurait d'ailleurs sûrement même pas fait du tout, son spectacle, il l'aurait peut-être pas tenté devant un public africain. Mhm. Et par rapport au cliché, ce qui me semble super important, c'est de dire que moi, si je le trouve intéressant dans le One Man Show, c'est parce qu'il montre la pensée fabriquée de quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. Et que c'est là où on peut s'en servir parce que dans le One Man Show, on a, comme je disais tout à l'heure, celui qui est étonnant, le clown, et celui qui est étonné de la situation, qui est le même acteur finalement, qui joue et qui regarde. Et que là, on a cette pensée fabriquée de quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre, et que le cliché, moins on en parle, plus il est dangereux. Parce que moins on en parle, plus on le fantasme. Il devient quelque chose qui reste dans notre tête. Et c'est pour ça que je dis que c'est important, là, dans le One Man Show, justement, de pouvoir parler de ces clichés pour que finalement, on se rende compte, comme je disais tout à l'heure, qu'on est les mêmes et que enfin voilà, dédramatiser. Tout comme le dit notre auditrice, ne pas oublier, on peut relire d'ailleurs le travail du philosophe Josse sur l'horizon d'attente. C'est une très très bonne remarque, ça, qu'effectivement, c'est les conditions de réception du rire ou du non-rire, enfin, ou d'une parole, dépendent de l'horizon d'attente, c'est-à-dire de la ligne, du point de mire dans lequel le spectateur, celui qui est en face de vous, l'auditeur, se place. Et ça, nous ne pouvons pas toujours le savoir à l'avance, d'où le risque des auteurs de One Man Show, et d'où notre risque, Clara et moi, d'avoir travaillé sur ce genre aussi peu en vogue. Ouais. Ah bon, oui. Oui, Au justement, contraire. c'est ce qu'on disait, la différence par rapport aux études théâtrales et à la réalité finalement Oui. du... Oui, oui, oui. Ouais. Oui, c'est pour ça justement que j'ai été étonnée dans mon travail, dans le sens où dans notre société, dans la vie quotidienne, le One Man Show est le théâtre que les gens vont voir des One Man Show, les non spécialistes de théâtre. Tout le monde va voir des One Man Show, même ceux qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans des salles de théâtre. Et c'est d'autant plus étonnant, justement, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire, qu'à l'intérieur des études théâtrales, des analyses, il n'y ait pas de travail fait, d'études, d'analyses. Par exemple, quand j'ai présenté, moi, mon directeur de recherche à l'époque, je lui ai dit que je voulais parler de Coluche, entre autres, eh bien, il a été mi-figue, mi-raisin dans un premier temps. Ensuite, ça s'est fait. C'est pour vous dire que Coluche, même s'il a pignon sur rue à la télévision, dans les médias à l'époque, enfin où il était vivant, il ne l'a pas nécessairement dans les études théâtrales, dans le cursus. Comme il n'est pas considéré comme... En fait, oui, c'est intéressant de s'intéresser. Pourquoi est-il plus ou moins évacué ? Je pense que parce qu'il n'est peut-être pas théâtralement correct. Et ce qui est intéressant pour ceux qui veulent et qui souhaitent faire du théâtre, c'est aussi de ne pas avoir peur d'enfreindre les limites de ce qui est considéré comme le théâtralement correct. Mm-hmm. Oui, One Man, One Woman, oui, bien sûr.
Vous avez raison, oui, oui. Parole de femme. C'est ce que j'avais voulu faire dans mon étude, puisque je suis partie de ces 3 monstres sacrés que je vous ai cités. Et ensuite, je me suis baladée tous les soirs avec ma carte de presse pour aller dénicher, débusquer les one-man, one-woman shows qui n'étaient pas justement encore connus. Et c'est pour cela que ce travail mérite d'être lu, parce que ces personnes, souvent, m'ont remercié de leur avoir au moins donné un espace de parole. C'est ça. Bien sûr, et à travers les arts de plus en plus aussi, à l'intérieur même des arts. Oui. Mais bien sûr. Oui. Il faut avoir en tête aussi justement que dans le One Man Show, il y a quelque chose de très particulier par rapport au théâtre en général, c'est qu'il y a un énorme business et que ça change aussi toute la notion du métier. Enfin, c'est important de dire que le One Man Show, c'est pas uniquement c'est pas toujours une parole artistique et qu'il y a aussi un énorme business derrière et qui n'existe pas forcément dans le théâtre encore. Oui. Et c'est comme vous dites, certains hommes politiques, justement, présentent leur politique à travers des shows, aussi bien ici ou là. Donc il y a un glissement des genres et il y a finalement peut-être une modélisation du one-man show dans la société d'aujourd'hui et de demain. Peut-être que c'est le modèle américain qui passe par là, qui se répand en Europe et qui est en train de porter des fruits plus ou moins vénéneux, mais des fruits cependant. Donc c'est en ce sens que ce genre finalement passe du théâtre à la cité, se répand dans la cité pour avoir des prolongements et une vitalité peut-être irréductible. D'ailleurs, c'était le titre de mon bouquin. C'est pour ça que je l'avais appelé Irréductible. Irréductible, le one-man show, c'est qu'on ne peut pas finalement limiter, c'est ça, irréductible. On ne peut pas limiter et réduire à une seule forme. C'est un travail sur la forme, et en ce sens-là, c'est, je pense, assez intéressant comme piste d'avenir pour le one-man show. Oui, bien sûr. Oui. J'ai pas compris. Tu trouves que toi, c'est pas légitime ? Ah oui, on fait, tout à fait, on fait une classification des arts. Il y a vraiment des arts qui sont encore considérés comme des arts nobles et d'autres arts qui sont même pas dans la catégorie d'un art. Et bien sûr, mais c'est du théâtre, je l'affirme. C'est-à-dire c'est la hiérarchie, c'est le principe de hiérarchisation des arts qui
peut être Bien sûr. remis en question. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne figure pas dans les études théâtrales. C'est vraiment parce qu'on est encore dans un système où les études théâtrales sont... on parle de genre noble, d'un théâtre qui a fait le socle, qui fait qu'on en est là aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est très intéressant de l'étudier, mais de savoir qu'il y a énormément d'autres formes théâtrales. On commence uniquement à partir du master en études théâtrales de parler d'art contemporain, alors que c'est quand même le théâtre d'aujourd'hui et que le théâtre c'est un art du présent et c'est pour ça qu'à mon avis on devrait vraiment étudier le théâtre du jour. D'autant que le one-man show a commencé bien avant, depuis la nuit des temps et depuis le XVIIIe siècle, avec le théâtre de la foire, les théâtres de boulevard, les personnages de Bobèche, tous ces solistes comiques ou pas comiques qui se produisaient et qui défrayaient la chronique et qui égayaient la société de l'époque. Et qui est aussi vraiment un théâtre des libertés aussi. Des libertés, oui. Voilà. Et ben alors, je vais oui. Allez-y. Parler de vu que tout à l'heure on parlait de la conclusion, que voilà, je me suis demandé vraiment à la fin de toutes les études, des analyses que j'ai faites des spectacles, par rapport au genre en général, en prenant du recul, si par rapport justement à mon sujet précisément, le personnage maghrébin était autant représenté chez les solistes comiques, et je me suis vraiment demandé si c'était une place qu'on leur laissait, quand je parlais tout à l'heure que c'était un lieu où eux avaient la parole par rapport aux médias, où c'était les autres qui parlaient d'eux. Si cette place, on leur laissait aussi libre, peut-être parce que c'était vraiment quelque chose de l'ordre du comique, du drôle, où ils sont les clowns, entre guillemets, quand je parlais de clowns, et que est-ce que vraiment, voilà, on leur laisserait autant de place ailleurs, dans une autre posture, dans une posture sérieuse ou vraiment autre, où ils ne sont pas là pour nous faire rire. Voilà. Bien sûr. Quand on voit quand on parlait de théâtre noble. Bien sûr. Bien sûr. C'était le problème qu'avait connu la Comédie Française quand ils avaient dû jouer un acteur, un personnage noir. Et ils n'avaient pas d'acteur noir et ils n'avaient jamais eu d'acteur noir en fait. Et la Comédie Française, c'est ce qui représente le théâtre français. Et finalement, on voit qu'il y a aussi un décalage, et c'est ce que j'ai essayé de cibler dans mon mémoire, c'est de revenir à l'artistique par rapport à notre société, et qu'on voit qu'il y a un décalage entre le théâtre, comme j'ai dit, noble, et notre société, et tout ce que ça représente. Et qui d'ailleurs ne représentent pas les œuvres qu'ils jouent, parce que les œuvres qui sont jouées à la Comédie Française, en général, sont des œuvres, même si elles datent du XVIIIe siècle, très avant-gardistes, et qui prônent pas du tout l'image qu'on donne de ces pièces. Voir l'île des esclaves de Marivaux, par exemple. Voilà. C'est bon ? Bon. On va peut-être s'arrêter là. Oui. Vous voulez conclure ? Vous en êtes d'accord ? Bon. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Merci. Merci surtout parce que... D'être venu et d'avoir animé le débat. Non, merci parce que moi, ça me touche énormément que des gens pas se déplacent pour nous du tout, se déplacent pour le théâtre et pour avoir une réflexion sur l'art. Merci.